Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous revoir. Peut-être, malheureusement, notre enquête est devenue encore plus pertinente à cause des événements dimanche soir. Comme toujours, comme d'habitude, je commence par nous rappeler nos questions principales. Serait une protection supranationale de la démocratie et de l'état de droit légitime? Deuxième question, la question des critères. La dernière fois, on a parlé beaucoup des critères pour déterminer si on a vraiment une démocratie et l'état de droit dans un pays, un État membre de l'Union européenne. Troisième question, qui doit être le gardien de la démocratie et de l'état de droit? Et notre question principale pour aujourd'hui, la question des sanctions. Plutôt des bâtons ou plutôt des carottes? Et on verra que la question des sanctions est étroitement liée à la question qui serait le gardien de la démocratie et de l'état de droit. Je vous rappelle aussi qu'en s'appuyant sur les théories de la démocratie militante du grand juriste allemand Karl Löwenstein, on a déjà répondu un peu à la question si une institution non élue, non démocratique si vous voulez, pourrait être le gardien. La réponse est oui. Démocratie militante, ça veut dire qu'on peut perdre ses droits fondamentaux politiques si on effectivement pose un danger pour la démocratie en général. Alors, on a répondu à cette question. On a aussi vu des justifications pour une démocratie militante dans le cadre de l'Union européenne. Je vous rappelle que dans le cadre de l'Union européenne, la confiance mutuelle entre les cours est absolument cruciale pour le fonctionnement de l'Union. Effectivement, les tribunaux nationaux agissent comme des tribunaux de l'Union européenne lorsqu'ils appliquent les lois européennes. Alors ça ne marche pas du tout si on n'a pas un système judiciaire qui est vraiment indépendant. On a aussi vu qu'il y a un argument plutôt démocratique. Certes, on peut dire que, par exemple, les Polonais, les Hongrois doivent céder eux-mêmes, ce n'est pas notre affaire, mais comme on a vu, tous les citoyens européens ont le droit de ne pas être gouvernés par une autocratie. Si les Polonais, si les Hongrois ne sont libres, nous ne sommes pas libres non plus. Et j'ajoute encore un argument aujourd'hui. C'est un argument qui se trouve effectivement dans le traité de l'Union européenne, dans l'article 10. Voilà. Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative. Les citoyens sont directement représentés au niveau de l'Union au Parlement européen. Okay, c'est assez évident. Mais maintenant, ça c'est crucial, les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et au Conseil par leur gouvernement, eux-mêmes, je souligne là, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y avait une autocratie au sein du Conseil européen, les décisions, l'action du Conseil serait pleinement illégale. Je reviens sur cet argument là-dessus, mais c'est clairement dans le traité qu'il est absolument nécessaire d'avoir des États membres qui sont démocratiques.
Alors, avant de parler des carottes et des bâtons, je préface et je veux encadrer, si vous voulez, cette question sur les sanctions et les mesures par deux questions. Première question, serait-il possible que peut-être il y a au fond un problème quasi structurel? Qu'est-ce que je veux dire? Comme tout le monde le sait, l'Union européenne n'est pas un État. Mais en même temps, l'Union fonctionne quand même comme une fédération. Ce n'est pas seulement une alliance des États indépendants. Fonctionne comme une fédération, mais le centre de cette fédération, Bruxelles pour faire bref, n'a ni les moyens d'intervenir dans un État au nom de la démocratie ou de l'État de droit, ni le pouvoir d'éjecter un État. Encore une fois, comme tout le monde le sait, on peut partir. Évidemment, la Grande-Bretagne est partie, et c'était prévu dans l'article 50 du traité. Ce n'était pas quelque chose d'abnormal, pas du tout. C'était tout à fait possible et légal. Mais un État membre ne peut pas être contraint de quitter. Ça veut dire, effectivement, si demain, il y avait une dictature, même des généraux, comme en Grèce pendant les années 60, effectivement, peut-être on ne peut rien faire. On ne peut pas éjecter un État membre. Le problème n'est pas nouveau. On trouve le même problème avec des fédérations comme par exemple les États-Unis. On trouve le même problème au Mexique, par exemple, si on a des États sous-nationaux qui sont plutôt autocratiques. C'est un problème très, très difficile à résoudre. C'est clair qu'en Europe, on ne pourrait pas imaginer un tel cas, parce que tout le monde était convaincu qu'une fois dans l'Union européenne, c'est le paradis. Pourquoi est-ce qu'on veut faire une autocratie, abandonner l'état des droits, etc., etc. Mais évidemment, un tel cas n'était pas prévu, et à cause de ça, il n'y a aucune possibilité de effectivement sortir un État membre. Alors, ça c'est la question, est-ce qu'il y a un problème structurel que même les bâtons et les carottes ne peuvent pas résoudre? Première question. Deuxième question, c'est si peut-être il y avait pendant les années à peu près après 2010, c'est ce que notre collègue, le juriste français Laurent Pech, a appelé un cycle des innovations. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'en fait, on dit toujours que Bruxelles n'a pas la boîte à outils, qu'il manque des instruments, il manque des carottes, il manque des bâtons. Mais selon Laurent Pech, ce sont seulement des excuses. Chaque fois, on dit qu'il faut inventer un nouveau instrument. Et en disant ça, on perd pas mal du temps, on fait pas mal des excuses, et en même temps, les autocraties se développent, comme en Hongrie, comme en Pologne. Alors la question ici, c'est si peut-être, si on analyse tous ces instruments, les articles, etc., on trouve que peut-être la boîte à outils était déjà là au début. Et cette rhétorique autour de il faut avoir des nouveaux instruments, des nouveaux mécanismes, etc., c'était franchement juste une manière de, après tout, ne faire absolument rien. Ça, c'est l'hypothèse de notre collègue Laurent Pech, et je pose ça aussi comme une question. Voilà. Mais on commence avec les instruments qui existent pleinement. Et l'instrument le plus important, c'est l'article 7 du traité.
Ça date du traité d'Amsterdam, ça veut dire des années 80. Et pour faire bref, on peut dire que ça, c'est vraiment la logique de sanction ou de punition. Parce que qu'est-ce qu'on a appris sur cet article? Voilà, vous pouvez lire ça. Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission européenne, et après approbation du Parlement européen, peut constater l'existence, ça c'est important, l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l'article 2. Vous vous souvenez, l'article 2, c'est la démocratie, les droits de l'homme, l'état des droits, etc., y compris le droit de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ou, pour faire bref, qui peut agir dans le contexte de cette logique des sanctions? Les États membres, la Commission, mais pas vraiment le Parlement européen. Il est vrai que l'approbation du Parlement est nécessaire pour constater l'existence d'une infraction, mais le Parlement ne décide pas si une sanction est justifiée ou pas, ne décide pas quelle sanction sera mise en place. Alors voilà, ça c'est la logique de la sanction. Mais il existe aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler la logique de prévention. On a ajouté cette partie de l'article 7 au temps du traité de Nice, ça veut dire en 2001, et je cite, « Sur proposition motivée d'un tiers des États membres du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des 4/5 de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque. Alors, ce n'est pas l'existence, mais maintenant c'est un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l'article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations en statuant selon la même procédure. Alors, qui peut agir ici? Qui peut prendre l'initiative? Encore une fois, la Commission, les États membres, mais aussi maintenant le Parlement européen. Alors, on pourrait dire, c'est assez clair, ça me donne beaucoup de choses à faire, mais il y a pas mal de problèmes. Et le problème le plus grave, c'est que pas mal de gens, entre eux l'ancien président de la Commission européenne, Barroso, disait que l'article 7, c'est, et je cite Barroso, c'est une option nucléaire ou même une arme atomique. Qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment utiliser l'article 7. Peut-être ça marche comme une menace, mais ça ne marche pas comme un instrument effectif. Pourquoi? Parce que, pour faire bref, on a peur, les États membres, les gouvernements ont peur de ce qu'on pourrait appeler un cycle de vengeance, ou on peut aussi dire d'une dynamique un peu comme un prêté pour un rendu, qu'on peut déclencher une dynamique où un gouvernement commence à dire, voilà, la Pologne a des problèmes, après la Pologne dit, bon, mais c'est la France qui a vraiment des problèmes, et on a une dynamique des accusations mutuelles, et comme tout le monde le sait, l'Europe, l'Union européenne ne marche pas comme ça. C'est une culture de consensus, une culture du compromis, et ça ne marche pas avec des affrontements comme ça. Il y a un autre problème, c'est que, évidemment, avec cette idée de l'unanimité, pour constater un risque, on n'a jamais imaginé qu'on pourrait avoir 2 États membres au Conseil, en même temps, qui se protègent.
les uns et les autres. Mais évidemment, c'était exactement le cas avec la Pologne et la Hongrie. C'était totalement clair que toutes les choses étaient bloquées parce que la Pologne était prête à faire le veto et la Hongrie était prête à faire le veto pour protéger les Alliés. Quand même, à l'échelle théorique, mais seulement à l'échelle théorique, on peut dire que cet article 7 est assez cohérent. Et en fait, peut-être ça c'est moins évident, c'est vraiment, en ces cas-là, c'est vraiment la démocratie militante. Parce que l'idée est précisément de faire une restriction des droits fondamentaux. On dit à un gouvernement, vous êtes plus démocratique, vous êtes en train de violer les valeurs de l'article 2 et vous perdez vos droits au Conseil. Ça veut dire aussi qu'on ne vise pas les citoyens. Ce ne sont pas des sanctions financières. On ne peut pas dire, moi, ce sont les citoyens innocents qui sont après tout les victimes de tout ça. Non, c'est clairement seulement pour un gouvernement. En même temps, et c'est aussi peut-être important de souligner, la logique de cet article, ce n'est pas vraiment, c'est ce qu'on pourrait appeler la logique d'une intervention ou ingérence. On ne fait effectivement rien dans le pays, dans l'État membre. C'est plutôt, si vous voulez, l'isolement de tous les autres. Même si vous voulez, bon, ça peut évoquer des mémoires pas très positives, c'est même une quarantaine, un confinement, si vous voulez. On dit, on ne veut rien avoir avec vous, ça veut dire le pays membre qui n'est plus démocratique, mais c'est vraiment la manière d'isoler tous les autres. Ce n'est pas faire quelque chose dans le pays. Ce n'est pas une ingérence. Et on peut contraster ça précisément, et je reviens là-dessus, avec par exemple des restrictions de subventions. Dans ce cas-là, on fait vraiment dans le pays qui est concerné. J'ajoute que l'article 7, théoriquement, donne aussi un outil pour empêcher, c'est ce qu'on a quelquefois appelé l'infiltration. Ça veut dire que si vous avez une autocratie au sein du Conseil européen, l'État membre reste dans la position de nommer, par exemple, les membres de la Commission européenne. Et on a souvent critiqué Ursula von der Leyen, par exemple, pour avoir accepté une nomination de Viktor Orban pour un commissaire qui était très, très Fidesz, ça veut dire le parti d'Orban, pur et dur. Et ça, c'est vraiment une infiltration des institutions européennes par un pays qui peut-être n'est plus démocratique. Mais tout ça, on peut empêcher avec l'article 7. J'ajoute aussi qu'avec l'article 7, théoriquement, on peut éviter les vétos stratégiques. On a vu souvent, en fait on a vu ça plusieurs fois dans les années passées, que les gens comme Orban ont utilisé leur veto, par exemple pour effectivement dire non, pas de l'argent pour l'Ukraine, si on n'arrête pas de parler de la Hongrie comme une autocratie, etc. C'est le chantage, effectivement. Mais avec l'article 7, on pourrait théoriquement éviter tout ça aussi. Dernier point sur l'article 7, il faut souligner que l'article est pleinement politique. Ça veut dire la Cour de justice n'agit pas du tout. Et c'était une décision très, très consciente. Parce que si on voit les travaux préparatoires, le traité d'Amsterdam dans les années 90, la discussion était là, mais c'était clair après tout, non, ce sont seulement les États membres qui décident après tout.
Et encore une fois, théoriquement, c'est peut-être une bonne idée, parce que c'est un peu comme le processus qu'en anglais, on appelle peer review. Je ne sais pas si ça c'est vraiment la même chose que examen par le pair en français, mais ça veut dire on peut observer un gouvernement et on peut dire oui, évidemment, comme tout le monde le sait, on a une diversité, pluralité des systèmes politiques en Europe, mais après tout, ils sont encore assez comme nous. On peut reconnaître encore une démocratie. Ou on peut imaginer une situation où quelqu'un dit non, ça c'est plus une démocratie, on n'observe plus l'état des droits. Et ce n'est pas vraiment une procédure juridictionnelle, c'est vraiment question de jugement politique. Bon, mais comme je disais, tout ça est simplement une théorie. Le Conseil européen n'a jamais discuté les problèmes dont on parle pendant ces conférences. Peut-être vous vous souvenez qu'en 2017, la Commission a déclenché l'article 7. En 2018, le Parlement européen a déclenché l'article 7. Et le Conseil européen, ça veut dire les gouvernements n'ont jamais réagi. Et c'est peut-être exactement pour la raison que j'ai mentionné déjà l'article 10 du traité, parce que si on admettait qu'il y a une autocratie au Conseil européen, toutes les décisions, toutes les actions du Conseil deviennent illégales. Alors, on ne peut pas, c'est un peu comme un collègue, Dan Kellerman, a fait la comparaison entre l'autocratie et le Lord Voldemort. On ne peut pas dire autocratie au sein du Conseil européen, parce qu'une fois on dit ça, on dit en même temps, c'est perdu, l'institution n'est plus légale. Voilà, ça sont les problèmes avec l'article 7. Et c'est aussi, en fait, notre collègue Dan Kellerman qui disait une fois que peut-être c'est révélateur qu'un mécanisme comme l'article 7 n'existe pas en général. Normalement, si on prend au sérieux un problème, et aussi la responsabilité dans le cadre de l'Union européenne, on donne la responsabilité à quelle institution? À la Commission européenne. Il n'y a pas d'autre contexte où on dit non, c'est nécessaire pour les États membres de trouver un consensus autour d'une question. Ça existe seulement dans le cas de violation des valeurs de l'article 2. Et la conclusion de Kellerman était, il n'était jamais l'intention des États membres de faire quelque chose. C'était juste, si vous voulez, même du propagande pour montrer aux citoyens, on a des valeurs, etc., mais on n'a jamais eu l'intention de faire quelque chose. Je ne dis pas que c'est forcément le cas, mais quand même, il faut se poser la question. Pourquoi ce mécanisme existe seulement dans ce contexte? Voilà. Comme vous savez, normalement, la Commission européenne a d'autres instruments pour faire quelque chose dans les cas où on trouve des infractions du droit européen. Ça, c'est aussi, si vous voulez, une logique de punir ou des infractions. Ça se trouve dans l'article 258 et 259 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors ça, c'est le cas où la Commission effectivement dit à un État membre, voilà, vous ne respectez pas
le droit européen, il faut faire quelque chose. Si vous ne faites rien, la Cour de justice décide une amende, une sanction. Ça, c'est le cas normal, si vous voulez, dans l'Union européenne. Mais évidemment, la Commission ne peut en effet engager une telle procédure d'infraction contre un État membre que dans les cas d'une violation spécifique du droit de l'Union européenne. Si le droit n'est pas là, on ne peut rien faire. Alors, mais s'il y a une infraction, très clairement, par exemple avec le marché unique, ça, c'est le cas du recours en manquement qui permet de faire constater par la Cour de justice de l'Union européenne qu'un État membre n'a pas respecté les obligations découlant de son appartenance à l'Union européenne, et par conséquent, il y aura une amende ou peut-être aussi une suspension des subventions. Alors, ça marche en général, mais peut-être vous voyez que tout dépend si on a quelque chose dans le droit européen. Et ça pose aussi le problème de, si vous voulez, un décalage entre problèmes juridiques et problèmes politiques. Qu'est-ce que je veux dire? Je vous donne un exemple. On a parlé une fois de cette stratégie de Viktor Orban d'utiliser l'abaissement de l'âge de la retraite pour des juges pour effectivement capturer le système judiciaire et de remplacer pas mal de juges avec les juges plutôt partisans. La Commission, à l'époque, était capable de poursuivre la Hongrie, mais sur le fondement d'une violation du principe européen de non-discrimination fondée sur l'âge. Vous voyez, évidemment, le vrai problème n'était pas la discrimination fondée sur l'âge. Le vrai problème était un problème politique. Et ça, c'est le problème avec les procédures d'infraction, que quelquefois, ça peut marcher. En fait, la Hongrie a accepté la décision de la Cour. Les juges ne sont jamais rentrés, mais quand même, on a trouvé une solution, on a payé l'amende et tout ça. Mais le problème politique persiste, le fait que le système judiciaire était capturé. Alors, ça c'est le problème, si vous voulez, plutôt pratique, mais il y a aussi un problème, si vous voulez, à l'échelle plutôt théorique, parce que pas mal de juristes sont prêts à poser la question, pourquoi des mesures légales comme ça, pourquoi utiliser les procédures d'infraction si un mécanisme, si vous voulez, pleinement politique est disponible. Autrement dit, on a l'article 7. Et pourquoi pas utiliser l'article 7 et faire des choses un peu mal adaptées, un peu curieuses, avec les procédures d'infraction pour résoudre un problème politique, si un article existe précisément pour résoudre des problèmes politiques. Alors c'est le problème de l'ex-spécialiste, ça veut dire si l'article 7 est là justement et précisément pour ce problème-là, on ne peut pas faire d'autre chose. Voilà, ça c'est peut-être le problème avec cette, si vous voulez, stratégie. En outre, il faut peut-être souligner qu'en fait, et ce n'est pas très bien connu, en fait, il est plus évident que la Commission européenne reste vraiment le gardien du traité. Ça, c'est sa rôle officiel, comme vous savez. Mais selon deux collègues, encore une fois, Dan Kellerman et aussi Tommaso Pavione, italien, la Commission européenne est devenue beaucoup moins
punitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Kellerman et Pavone montrent très clairement qu'entre 2004 et 2018, les procédures d'infraction baissent par 67%. C'est une dynamique assez étonnante. Et la raison, ce n'est pas que les États membres sont plus propres, il n'y a plus des infractions, etc. Pas du tout. Ils montrent aussi que les infractions finalement portées devant la Cour de justice baissent par 97%. Alors, c'est assez étonnant que, apparemment, la Commission n'est plus prête à être très, très punitive. Comment peut-on expliquer cette dynamique? L'explication de notre collègue est, d'une certaine façon, encore une fois, un problème peut-être structurel. Parce que c'est, après tout, assez étrange que la Commission européenne, en même temps, est un procureur, si vous voulez, et en même temps, une institution qui prend des initiatives politiques. Parce que c'est, comme vous savez, la Commission n'est pas seulement le gardien des traités, c'est aussi l'institution qui approfondit l'intégration, qui prend des initiatives, etc., etc. Et théoriquement, il y a peut-être une tension entre ces deux rôles. Et l'hypothèse de nos collègues est que, d'une certaine façon, c'est peut-être si vous voulez, une sale affaire, que pendant les années après environ 2004, la Commission offert aux États membres presque un échange. Si vous êtes prêts à soutenir nos initiatives, comme le pacte vert et des choses comme ça, on est moins punitif. On est prêt à peut-être tolérer pas mal de choses, mais l'échange, c'est... Voilà. Mais le soutien de la Commission comme acteur politique, mais pas comme gardien du traité. Quelque chose comme ça. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est assez probable de dire que peut-être exactement ça, c'était la dynamique, un échange pour effectivement réduire le rôle de la Commission comme gardien. Mais qu'est-ce que ça veut dire effectivement? Pour notre enquête, évidemment, ça veut dire que les procédures d'infraction ne marchent pas très bien. En tout cas, il y a un problème de décalage entre problèmes politiques et réponses juridiques, mais en tout cas, si la Commission n'est pas là, ne se sent pas responsable, on ne peut rien faire. Bon, il y a encore autres instruments, autres outils, et maintenant on commence un peu à analyser les choses qui sont vraiment nouvelles, les choses qui étaient créées après 2010. Et je commence avec quelque chose inventé en 2012. C'est ce qu'on appelle le tableau de bord de la justice dans l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, au moins aussi pour démontrer son impartialité, la Commission a commencé à surveiller, à analyser tous les États membres et de juger la qualité de leur état des droits. Et évidemment, on peut dire non, ce n'est pas seulement contre la Hongrie ou la Pologne, non, ça c'est pour tout le monde. Et si vous lisez les documents, c'est très clair que l'approche est très, très, si vous voulez, technocratique. C'est plutôt comme une aide au développement. Ce n'est pas vraiment pour punir quelqu'un, c'est plutôt, bon, vous avez des problèmes techniques et on peut vous aider. Et la Commission est là pour vous aider. Par exemple, la cas de la France.
c'était les recommandations dans le tableau de bord de la justice dans l'Union européenne. Vous voyez, ce sont des problèmes avec l'humanisation, pas assez de ressources humaines, etc. etc. Je ne dis pas que ce n'est pas justifié, mais évidemment, c'est plutôt, comme je disais, une logique technocratique. On peut vous aider avec le numérique, on peut aider la Bulgarie avec beaucoup plus des ordinateurs pour les cours, etc. etc. Ce n'est pas du tout une logique de punition, c'est non plus une logique de contraindre les États membres. Et on dit ça très très clairement. Je cite la justification de ces tableaux. On dit l'Union européenne apporte également un soutien technique et financier aux États membres pour la mise en œuvre des réformes structurelles qui ont un impact sur l'état des droits. Bon, peut-être c'est une belle chose, mais évidemment, ce n'est pas vraiment une question de protéger l'état des droits efficacement. S'il y a vraiment un problème, ça veut dire une volonté politique d'un gouvernement de porter atteinte à l'état des droits. Parce que ça, ce n'est pas un problème technique, ça, c'est un problème politique. Alors, 2 ans après, on invente encore un nouveau instrument. En 2014, le cadre pour l'état des droits était introduit par la Commission. C'est un processus en 3 étapes, comme vous voyez. Premièrement, appréciation de la Commission, une enquête. Après ça, recommandation de la Commission pour l'État membre. Finalement, contrôle du suivi de la recommandation de la Commission pour le pays de l'Union européenne concerné. Et alors, et après, si ça ne marche pas, si l'État membre n'est pas prêt à accepter les recommandations de la Commission, qu'est-ce qui se passe? Grande surprise, on déclenche l'article 7. Mais comme on a déjà vu, l'article 7 probablement ne marche pas parce que c'est, après tout, une option nucléaire. Aussi, on peut ajouter, c'est peut-être moins évident, selon pas mal les critiques du cadre pour l'état des droits, c'est un peu bizarre qu'après tout, c'est pleinement la logique du dialogue. On dit quelque chose à l'État membre est en train de se justifier, on parle, etc., etc. Mais le dialogue était déjà dans l'article 7. Si vous vous souvenez, ça constitue aussi une invitation à l'État membre de se justifier, de s'expliquer, etc., etc. Pour faire bref, le cadre pour l'état des droits, selon pas mal de critiques, c'est vraiment un dialogue avant le dialogue. On double quelque chose qui existe déjà, et encore une fois, le problème peut-être est qu'on perd pas mal du temps parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre États membres et la Commission, et après tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, seulement l'article 7. J'ajoute qu'en même temps, à partir du 2014, le Conseil, ça veut dire l'institution des gouvernements, aussi a introduit ce qu'on appelle un dialogue annuel au Conseil sur l'état du droit. Personne ne sait qu'est-ce que ça veut dire exactement. On parle chaque année sur l'état des droits. Il n'y avait jamais des résultats de ça, c'est absolument clair, mais c'était plutôt une manière de démontrer, bon, c'est vrai, nous les gouvernements sont aussi concernés, et voilà, ça vaut la peine de parler des problèmes, etc., etc. Mais
toutes les raisons que j'ai mentionnées, la peur d'une dynamique de un prêté pour un rendu, cycle des vengeances et tout ça, évidemment aussi empêche que ce dialogue annuel peut produire des résultats. Voilà. Finalement, en 2021, le dernier instrument. Encore un nouveau mécanisme, cette fois clairement pour lutter officiellement contre la corruption. Évidemment, la corruption est liée à l'état des droits, mais c'était la première fois qu'on a aussi justifié très très clairement des restrictions, des suspensions, des subventions par dire dans un pays membre, il y a pas mal de corruption. C'est une autre manière de dire on peut voler effectivement l'argent des autres citoyens européens. C'est un règlement comme vous voyez, de conditionnalité. Il peut s'appliquer dans les cas où des violations des principes de l'état des droits affectent ou risquent de porter atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne. Et cet instrument, la légalité de cet instrument, était confirmée explicitement par la Cour de justice en février 2021, et on a commencé à utiliser cet instrument. Ce n'est pas comme l'article 7, ça marche vraiment pour la Commission, mais vous pourrez imaginer, on peut dire, oui, mais cette fois, ça c'est vraiment un cas où les citoyens, les innocents, si vous voulez, deviennent les victimes des mesures comme ça. L'article 7, c'était contre les gouvernements, c'était la démocratie militante, c'était les restrictions des droits fondamentaux. Maintenant, on parle de l'argent. Et on a dit plusieurs fois, bon, ce n'est pas la faute des Hongrois, ce n'est pas la faute des Polonais, mais ils souffrent à cause du mécanisme. Bon, on peut dire ça, mais peut-être aussi, il faut dire que on a plusieurs fois démontré qu'il y a clairement pas mal des abus avec des subventions européennes, en particulier en Hongrie. On a démontré, par exemple, qu'il y a pas mal de contrats publics surfacturés et attribués sans appel d'offres. Et l'Office européen antifraude, OLAF, a par exemple montré clairement que même le gendre de Viktor Orban a effectivement volé pas mal d'argent. Alors ça veut dire que ce ne sont pas vraiment les citoyens en général qui sont les victimes. On peut vraiment dire peut-être suspendre les subventions, c'est vraiment une manière de lutter contre une kleptocratie. J'ajoute aussi qu'il y a une dimension politique parce que d'une certaine façon, les subventions européennes fonctionnent pour les autocraties en Europe un peu comme, si j'ose dire, comme l'huile pour les tyrannies arabes. Qu'est-ce que je veux dire? C'est dire que c'est effectivement, ce sont des ressources qui ne coûtent absolument rien, qui sont effectivement libres, mais qu'on peut utiliser pour acheter la loyauté et aussi, évidemment, pour créer des oligarques, pour vraiment bâtir, c'est ce qu'on a appelé dans une conférence, déjà un État mafia. Et à cause de ça, on peut vraiment dire qu'il n'est absolument pas justifié que l'Union européenne effectivement finance un État mafia. On a même dit, des chercheurs qui disent clairement que peut-être l'Union européenne, c'est le plus grand financier de l'autocratisation au monde.
parce que des milliards d'euros sont déboursés pour des gouvernements qui ne respectent pas la démocratie et l'état des droits. Il me reste 2 points. On a parlé beaucoup des institutions très très bien connues. La Commission européenne, la Cour de justice, le Conseil, etc. Mais il y a aussi des institutions qui sont peu connues, qui peut-être peuvent jouer un rôle dans ces contextes. Je dirais que personne ne connaît l'autorité pour les partis politiques européens et pour les fondations politiques européennes. Mais ça existe vraiment. Et selon le directeur de cette institution, Pascal Schonard, je cite, elle vérifie que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes respectent le règlement de l'Union applicable et décide, le cas échéant, des sanctions à prendre dans le respect de droits procéduraux. Alors, ça veut dire que, au moins, théoriquement, si on trouve un parti, peut-être un parti qui fait partie d'une grande famille politique comme le Parti populaire européen, qui, comme vous savez, a justement emporté les élections européennes, on peut dire, théoriquement, qu'il était nécessaire de radier ce parti du registre de cette autorité des partis et des fondations. Ça, c'est une possibilité. On pourrait faire ça. Mais, en général, encore une fois, on ne fait pas ça parce que ça serait trop contesté, en particulier dans un cas où un parti comme le Fidesz de Viktor Orban fait partie d'une grande famille comme les PPE, qui en général est respectée comme une famille pro-européenne, complètement normale, complètement démocratique, etc. Alors, encore une fois, on trouve que théoriquement, ça pourrait être un outil, mais effectivement, ça marche pas. Et j'ajoute, et ça c'est peut-être moins évident, que aussi l'idée que théoriquement, une grande famille politique, une famille des partis comme le Parti populaire européen pourrait agir comme une contrainte des autres partis ne fonctionne pas. Parce que, au moins au début, ça veut dire après 2010, après les premières tentatives d'Orban de créer une autocratie en Hongrie, l'espoir était là de dire oui, mais certainement Angela Merkel en France, Joseph Daul, qui était le vice-président du Parti populaire européen, ils sont là. Ils s'en occupent, ils vont contendre une figure comme Orban. Mais effectivement, c'était jamais le cas. Et ici aussi, on peut peut-être avancer une hypothèse, peut-être un peu paradoxale, comment ou pourquoi ça ne fonctionne pas comme ça. On pourrait dire que, clairement, le Parlement européen est devenu beaucoup plus important. Ce n'est pas vrai que non, on ne fait absolument jamais, c'est justement pour ratifier les décisions du Conseil ou de la Commission. Non, ce n'est pas vrai. C'est ce qu'ils font est vraiment important. Mais ça veut aussi dire qu'avoir la majorité au Parlement européen est très, très important. Pendant les années 80, par exemple, ce n'est pas très important. C'est peut-être important d'un point de vue symbolique, mais si on ne décide rien, ce n'est pas vraiment important d'avoir la majorité. Maintenant, c'est très important, et en particulier, il était toujours très important pour le Parti populaire européen d'avoir la majorité. Parce que pour eux,
l'Europe, c'est un peu leur projet. Et il est vrai, comme vous savez, que les pères fondateurs, c'était vraiment les chrétiens démocrates comme Schuman, comme de Gasperi, comme Adenauer, etc. Et par exemple, pendant les années 90, Helmut Kohl disait une fois, on n'a pas créé l'Europe pour laisser l'Europe aux socialistes. Alors, il faut rester le plus grand parti. Il est absolument nécessaire d'être au centre du Parlement européen et effectivement de contrôler les choses. Alors, ça donne une réponse, une raison pour inclure beaucoup des partis, même s'il y a des doutes sur la qualité démocratique des partis. Et pour Orbán, il était très bien, pour faire bref, qu'il y avait toujours au moins 12 députés de son parti Fidesz. Et ça compte. Et en particulier, pas maintenant, mais avant, la majorité du Parti populaire européen n'était pas très grand. Et perdre ces 12 députés, ça serait un problème pour eux. Alors, c'est vraiment paradoxal, parce qu'on peut dire que, si vous voulez, plus l'Europe dans son ensemble se démocratise, parce que le Parlement est devenu plus important, plus démocratique, si vous voulez, moins les États individuels risquent d'être démocratiques. Parce que maintenant, on est peut-être prêt à tolérer des partis au Parlement européen, même si leurs leaders ne sont pas parfaitement démocratiques. Alors, comme vous savez, finalement, le Fidesz était effectivement exclu des rangs du Parti populaire européen, mais on a parlé de ça un peu dans la dernière conférence. Ça a pris presque 12 ans. Et pendant les 12 ans, Orbán a effectivement réussi de faire ce qu'il voulait faire. Et maintenant, ça ne sert pas à grand-chose que maintenant le Fidesz était exclu. Bon, je vais finir juste par vous dire quelques mots sur le développement après l'introduction de ces nouveaux instruments en 2021. Comme je disais, finalement, on a suspendu des subventions, et ça c'est, si j'ose dire, aussi une ironie. On n'a pas seulement évoqué ce nouveau règlement de conditionnalité, on a aussi évoqué le règlement portant dispositions communes. Ça existait toujours. Ça existait toujours déjà, précisément pour éviter le vol des subventions, pour lutter contre la corruption. Et ça, c'est une raison pourquoi des observateurs comme Laurent Pech disent voilà, la solution était toujours là. Le problème n'était pas vraiment qu'on manquait la boîte à outils. Le problème était qu'on manquait la volonté politique d'utiliser les instruments. Alors ça, c'est important d'un point de vue juridique. La solution, d'une certaine façon, était déjà là. À la fin de 2022, la Commission a retient 28 milliards d'euros de subventions pour la Hongrie. Et comme je disais déjà, effectivement, Orbán a essayé d'utiliser un chantage vis-à-vis de l'Ukraine pour obtenir les subventions. Et voilà, il est vrai qu'en décembre 2023, la Commission débloque et débourse 10 milliards d'euros pour la Hongrie. Et c'était fortement critiqué par pas mal des observateurs. Il y avait un débat au Parlement européen parce que pas mal de députés étaient prêts à dire bon, le chantage, ça marche apparemment. Les recommandations de la Commission n'étaient pas du tout acceptées par le gouvernement d'Orbán.
et le système judiciaire reste à peu près la même chose. Et ça, c'est vraiment une raison pour croire que même cet instrument ne marche pas vraiment, parce que, après tout, encore une fois, on trouve, si vous voulez, une sale affaire, un échange des faveurs qui n'est pas vraiment compatible avec cette idée que nous, vraiment, finalement, on prend au sérieux cette idée de protéger vraiment la démocratie et l'état des droits. Alors, je finis là-dessus. Le grand final, la semaine prochaine, pour répondre à toutes les questions. Après tout, qui serait un bon gardien de l'état des droits et de la démocratie? Quelles sanctions finalement et comment justifier tout ça? Voilà, je vous donne toutes les réponses la semaine prochaine. Pour maintenant, je vous remercie de votre écoute.